Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous pouvez le constater, c'est un changement de décor radical qui s'explique simplement par un dégât des eaux. Ce soir, nous allons parler du mouvement des Gilets jaunes et je vous dirai, selon moi, qui peut être responsable de cette situation. Ce mouvement est un mouvement populaire, c'est un mouvement de citoyens qui traduit un mécontentement que l'on va voir tout à l'heure. Et ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que c'est quelque chose de fort agréable de savoir que nous sommes dans un pays dans lequel le peuple peut s'exprimer. Si on reprenait l'adage, enfin la définition d'Abraham Lincoln concernant la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, eh bien on est réellement dans un de ces triptyques et ça c'est réellement encourageant. De Villepin, en 2006, face aux manifestants contre le CPE, le contrat première embauche, j'entends ceux qui sont dans la rue, mais j'entends aussi ceux qui ne s'expriment pas. Alors aujourd'hui, la question que je me suis posée, enfin qu'on pourrait se poser en tous les cas, c'est qui peut manifester, qui a une légitimité de manifester face à cette situation économique et sociale que nous traversons et qui n'a pas intérêt forcément à manifester. Alors naturellement, celui qui fume pas, celui qui ne roule pas, qui n'utilise pas de voiture, qui habite dans une zone urbaine, qui fait partie de la classe moyenne, on peut dire moins, à peu près moins, et qui bénéficie des différentes cotisations sociales telles que la taxe, enfin les exonérations telles que la taxe d'habitation, telles que l'exonération des heures sup et autres, ainsi que par ailleurs les ménages avec un revenu disponible brut de l'ordre de 3 000 euros et plus, eh bien, ces personnes n'ont pas forcément de raison de manifester un mécontentement ou autre. Parallèlement, naturellement, une personne qui est en situation de retraite, un retraité qui fume, qui boit, qui a besoin de se déplacer parce qu'il vit dans une zone rurale, bien entendu que cette personne, selon ce profil et naturellement d'autres, a tout intérêt à manifester. Les raisons sont multiples donc. Elles s'expliquent par naturellement cette baisse en quelque sorte des pensions de retraite, ce gel des pensions, cette hausse des cotisations sociales, cette limitation à 80 km/h, cette fiscalité assez avantageuse du capital, cette hausse du prix du carburant également. Et puis un point qui m'intéresse moi particulièrement, comme vous pouvez vous en douter, c'est ce lien, ce rapport province versus Paris. C'est une vraie question. Paris n'est pas la France, vous connaissez tous cet adage. Et aujourd'hui, il semble que Paris soit la France. Et donc dans ce mouvement et dans cette thématique, il y a une vraie question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. L'élément déclencheur, on l'a vu, c'est un ressentiment, c'est une sensation, et en particulier cette hausse du prix du litre du carburant. Bon, première leçon que pourrait tirer M. Macron et son équipe, c'est qu'on ne touche pas trop le prix du carburant, parce que c'est ce sentiment de liberté que les personnes pensent encore avoir en utilisant leur voiture. Alors, quelle est la réalité justement concernant ce carburant ? On a une hausse du prix du carburant, qui est censé financer la transition énergétique. Jusque-là, tout le monde peut le concevoir, peut le comprendre, peut l'accepter. On est vraiment de toute façon ici dans un vrai consensus national et au-delà. À part Trump, je pense, la planète entière est convaincue qu'il faut aujourd'hui envisager cette transition énergétique. Comme il y a eu la transition démographique et autres, il n'y a pas tant le choix. Seulement si on s'arrête 2 secondes sur cet élément déclencheur, eh bien, on constate que le diesel a toujours ses vertus, c'est-à-dire que le diesel protège le mieux, lutte le mieux contre l'effet de serre. Le diesel, pour un consommateur, permet à celui-ci de rouler plus longtemps, et selon la consommation de l'usager, il peut même rouler jusqu'à 2 fois plus. Donc, on voit bien ici que le diesel n'est pas enterré. Peut-être même faudrait-il le privilégier, mais là c'est un débat technique dans lequel je ne vais pas rentrer car ce n'est pas le propos. Par contre, ce qui est sûr aussi parallèlement, c'est que les véhicules qui peuvent assurer cette transition énergétique n'existent pas encore réellement. Que ce soit la voiture électrique, l'hybride, rechargeable et autres, on n'a pas réellement le produit fini qui pourrait répondre à ces nouveaux besoins et surtout, on n'a pas l'offre. Donc c'est vrai que
c'est peut-être, tout ça arrive un tout petit peu trop. Alors pourquoi ça arrive un peu trop justement? La question elle est réellement, quelle est la problématique ici? Eh bien ce que l'on constate, c'est que depuis 30 ans, on a orienté les citoyens vers quoi? On les a orientés vers le gazole et on les a orientés vers les zones rurales. Voilà. La conséquence elle est simple, c'est qu'on a une grande frange, une grande partie de la population qui ne vit pas là où elle travaille. Donc là, c'est une vraie problématique, puisque à ce moment-là, on a orienté les citoyens pendant 30 ans vers cette situation, alors aujourd'hui, ils sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule. D'autant plus qu'on a privilégié le gazole et qu'aujourd'hui, on leur dit non, ben, soit on l'augmente, soit vous revenez en ville, vous vendez votre maison. Donc là, il y a un non-sens. Il y a un non-sens, il y a un début de réponse. C'est-à-dire que la politique qui a été menée depuis 30 ans, eh bien, n'est pas forcément la plus pertinente. Depuis les années 80, on assiste aussi parallèlement à une hausse de la consommation de diesel. On vient de l'expliquer, puisqu'on peut rouler plus et autres. Une hausse de la consommation du diesel et parallèlement une baisse de la consommation d'essence. Mais si on prend l'ensemble, on assiste à une baisse globale de la consommation de carburant. On rappelle quand même que la consommation de carburant, c'est ce qui permet à la France, en tous les cas, d'augmenter ses recettes fiscales. Donc s'il y a une baisse, ça veut dire que eh bien, ces recettes diminuent. Alors vous avez bien compris la problématique du gouvernement, elle est simple, c'est comment peut-on financer ces mesures socio-fiscales, parce qu'il s'agit bien de mesures socio-fiscales, face à une baisse de la consommation globale de carburant qui permettait une récolte fiscale assez abondante. Voilà, vous avez compris l'équation. Elle est très simple, par contre elle est très très compliquée à résoudre forcément. Alors la conclusion, rapidement, c'est quoi? Pour M. Macron, donc un message en direction de M. Macron, vous vous êtes occupé des riches, ce qui était certainement logique, puisque si les riches partent, s'ils déplacent leur patrimoine et autres, on se trouve dans une situation d'un pays appauvri, dont le patrimoine diminue, etc. Encore qu'on pourrait faire, vous auriez pu faire comme les États-Unis, c'est-à-dire frapper de l'impôt tout Français qui resterait de nationalité française, combien même si elle partait en Belgique, aux États-Unis ou autre. Ça, c'était la solution la plus simple, c'est une solution appliquée aux États-Unis. Toujours est-il, c'est que vous avez travaillé pour les familles, les milieux très aisés. Et ça peut se concevoir, ça pose pas de problème. Par contre, aujourd'hui, il est réellement temps de vous attarder sur les classes moyennes, peut-être moyennes plus, parce que c'est eux qui sont vraiment dans une vraie souffrance. C'est une politique pour les classes moyennes, moins. Voilà, pour les aisés, ça pose pas de problème, et on a ici une tranche qui souffre, qui est en pleine souffrance. Hein, c'est comme pour les impôts, il y a une tranche, hein, pour quelques euros, on passe dans la tranche supérieure, ce qui est dommage, mais là, il y a une vraie nécessité d'agir. Soyez plus pédagogue, vous et votre équipe, hein, bien entendu, plus pédagogue. Ne biaisez pas les choses. La taxe énergétique, je pense pas être le seul à avoir saisi votre calcul. Hein. On augmente les taxes, on a 9 millions d'entrées, 9 milliards d'euros d'entrées pour la transition énergétique. On le sait que c'est pas tout à fait pour ça. Donc il faut vraiment être un peu plus pédagogue et peut-être moins contourner la vérité. Même si en effet, ce que vous dites n'est pas toujours faux, puisque le baril a augmenté, on est passé de 60-65 euros en 2016 à 80 euros aujourd'hui. 65 euros pardon, à aujourd'hui, donc c'est une vraie hausse. Mais on a connu pire hein, dans les années 2000-2013, hein, le baril était monté à 80, je raisonne en euros, hein, à 80 euros. Bon, donc on a quand même une marge, on sait que les stocks en France c'est de l'ordre de 3-6 mois minimum. Voilà qu'il y a derrière hein, les pays de l'OPEP qui s'amusent un petit peu, mais bon. Donc, du coup, je crois que je vais m'aligner sur un peu les gilets jaunes. Je pense qu'aujourd'hui, vu la situation, il serait peut-être bon, Monsieur Macron, que vous mettiez en place un moratoire, hein, tout simplement, voilà, et puis vous dites, pendant 1 an ou 2, on a une nouvelle réflexion, et puis on verra les choses, mais vous pouvez pas, ce sera assez compliqué d'augmenter encore comme ça le prix du carburant. Concernant les gilets jaunes, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien écoutez, ma foi, c'est un mouvement de citoyens populaire, bravo, il n'y a rien à dire, quand le peuple s'exprime, il faut l'écouter, il faut l'entendre. La seule dérive hein, qu'il pourrait y avoir et qu'il y a eu naturellement, c'est cette récupération par les partis politiques, et j'espère que ces gilets jaunes ne se laisseront pas phagocyter par ces partis qui sont tapis dans l'ombre et qui d'une manière ou d'une autre vont les exploiter. Ça c'est de la politique, hein.
tout simplement. Sur les corps intermédiaires, la conclusion elle est simple. Les syndicats excitent les syndicats qui n'ont pas joué leur rôle. Les syndicats défendent les syndicats, je crois. Et même j'en suis sûr, même si j'ai des amis responsables qui sont sincères et honnêtes, mais je pense que la proportion de gens qui travaillent pour eux au milieu des syndicats est aujourd'hui trop importante. Sur les partis politiques, parti socialiste, j'en parle plus, même si Ségolène Royal veut faire un retour en force avec l'écologie rouge. Je rappelle qu'elle était aux affaires pendant 30 ans, avec son mari 30 ans, donc ça nous fait un total quand même de 60 ans. À un moment donné, il faut quand même laisser la place à d'autres personnes. Les Républicains, je ne reviendrai pas sur Wauquiez, et puis ses tweets. Wauquiez, c'est le synonyme de Trump en France. Donc voilà, si c'est ça l'avenir de la France, c'est pas la peine. Alors parallèlement, il reste quoi? Il reste M. Macron, son équipe, il reste Mélenchon, et puis il reste quand même nous, les fédéralistes, nous qui prônons tout simplement une répartition des richesses sur tous les territoires de France, une répartition des institutions sur tout le territoire de France. Et je crois que l'avenir de la France, il est là, et c'est là où les Gilets jaunes ont raison lorsqu'ils mettent en opposition les provinces, enfin la province et Paris. C'est réellement là que se joue l'avenir de la France. Je rappelle que la France, c'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis ou autres. La France, elle est une et indivisible. Il faut préserver tous les territoires, toutes les cultures, toutes les identités, sans tomber dans un extrême quelconque. Alors on arrive aux responsables. Je pense que je peux le dire, et vous avez compris à qui je pense, oui, c'est l'opposition. Les responsables de la situation actuelle avec l'arrivée des Gilets jaunes, ce mécontentement ambiant en France ne s'explique que par cette opposition inexistante, fantôme, qui est nulle part. Voilà, moi je ne vois pas de républicains, je ne vois pas de socialistes qui pendant 2 ans se sont exprimés, ont donné des arguments à la majorité, ont apporté des éléments pour contrecarrer la majorité. Ils sont silencieux, ils sont tapis dans l'ombre. Eux aussi, ils ont leur grosse indemnité, comme a dit un candidat élu député des Vosges que je ne citerai pas. Le premier mandat, il sert à rien. Le deuxième mandat, le troisième mandat, il permettra d'avoir une coquette retraite. Donc à un moment donné, si je dois moi citer des responsables, je le fais, mais alors là, en toute humilité et convaincu et sincérité, c'est l'opposition. On n'a jamais vu une opposition telle qu'aujourd'hui, inexistante, et qui va pomper maintenant les gilets jaunes, qui nous sort un petit tweet, un Snapchat ou je sais pas quoi. C'est ridicule, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de débat, et face à l'équipe de Macron, je suis désolé, mais ils ne tiennent pas la route intellectuellement. Ils ne tiennent pas la route. Voilà, on ne va pas s'exciter. Je rappelle quand même que quand un député ou candidat refuse de débattre, ça montre le niveau. Enfin, bon. Voilà pour moi donc ce qu'il en est des Gilets jaunes. Je crois que la France a vite intérêt de se redresser, de s'unir, de ne pas trop s'éparpiller, car les vrais enjeux sont là, bien entendu, pour nos citoyens et nos concitoyens, naturellement, mais il y a aussi d'autres enjeux bien plus importants. Il y a une mondialisation qui se fait, elle est financière, elle est de plus en plus maîtrisée, et il y a une Europe qui doit se construire. Il nous faut réellement nous ressaisir, et là, M. Macron a un grand rôle aussi à jouer. Donc il faut rester unis pour la suite. Pour la suite, parce que le plus dur, le plus dangereux à faire, il n'y a que l'opposition qui ne voit rien, les républicains en particulier, qui ne voient plus rien. Et donc là, il y a vraiment un ressaisissement qu'il faut et les opposants à ce gouvernement, même s'il n'y en a pas. Voilà, donc à partir de là, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, en espérant que l'issue sera bonne, et n'oubliez pas, sortez couverts.